La paix pour la paix ou la paix contre les F-35. Selon des officiels américains, Washington aurait accepté de vendre des avions furtifs de dernière génération aux Émirats arabes unis, une signature qui pourra avoir lieu en décembre. Et pourtant, Benjamin Netanyahou s'était engagé à ce qu'Israël n'autorise pas cette vente. Une question de réel politique. Alors en réponse, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est envolé à Washington pour 24 heures. Objectif, maintenir la suprématie militaire israélienne dans la région. En jeu, la vente d'hélicoptères de dernière génération, des missiles de précision de longue portée et les nouveaux F-35 qui viendraient se rajouter aux 50 déjà prévus. Vous connaissez l'adage, pour obtenir la paix, mieux vaut se préparer à la guerre. On commence avec vous, Océane Nicole, ravi de vous retrouver, même à distance. Vous nous parlez ce matin des derniers développements autour de cette explosion, une de plus au Liban, et cela concerne encore une fois un entrepôt visiblement souterrain du Hezbollah au sud Liban. Tout à fait, Mathias. Cette fois, ça s'est donc passé dans le sud du pays, dans le sud du Liban, dans le village de Ain Kana, une explosion qui a provoqué un incendie assez important et des épaisses fumées noires ont même été visibles dans le ciel pendant plusieurs heures. Selon les premiers éléments, eh bien, en effet, cette explosion se serait produite dans un bâtiment qui appartiendrait au Hezbollah. Une source proche du groupe chiite pro-iranien assure qu'il s'agit, oui, d'un site de l'organisation terroriste, mais pas d'un entrepôt d'armes. Certains habitants sur place évoquent quant à eux la maison d'un haut cadre du mouvement chiite. D'autres parlent du centre de l'organisation, puisqu'on sait, Mathias, que c'est justement dans le sud du Liban où il y a en effet le bastion du Hezbollah. Mais d'autres sources sur place affirment en revanche qu'il s'agit bien d'un arsenal militaire souterrain où se trouvait notamment un stock d'anciennes munitions. Et ce serait donc bien une cache d'armes qui aurait été détruite. Évidemment, comme à son habitude, et on n'est pas étonné, Mathias, le Hezbollah ne commande pas et préfère plutôt parler d'un accident du travail, d'une erreur de manipulation. En tout cas, cette explosion a provoqué des dommages. Une vingtaine d'habitations voisines ont notamment été endommagées. On parle aussi de plusieurs blessés, mais impossible d'évoquer et de dresser un bilan définitif puisque aucune information ne filtre du côté de Hezbollah, puisqu'il y avait sur place plusieurs membres de l'organisation chiite qui avaient formé un cordon de sécurité. En tout cas, quoi qu'il en soit, Mathias, cette nouvelle explosion est un nouveau coup dur pour le Hezbollah, alors qu'on s'en souvient, le 4 août dernier, un gigantesque incendie s'était déclaré dans le port de Beyrouth. Il s'agissait là encore d'un entrepôt d'armes du mouvement chiite libanais. Ça fait donc 2 explosions en moins de 2 mois. Ça fait donc beaucoup pour le Hezbollah qui semble perdre de nouveau un petit peu de son arsenal militaire. Merci beaucoup, Océane Nicole. Après 2 ans de procédure, le tribunal spécial de Sofia a condamné ce lundi à la perpétuité 2 Libanais accusés d'être impliqués dans l'attentat commis en 2012 contre un bus de touristes israéliens attribué au Hezbollah. Souvenez-vous, une explosion qui avait causé la mort de 5 Israéliens et du chauffeur. Condamné certes, mais par contumace puisque les cerveaux de l'opération seraient toujours en fuite. Écoutez les réactions de la procureure et de l'avocat d'une des victimes. Je suis plutôt mécontent du verdict. En réalité, c'est juste un verdict déclaratif qui ne sera pas exécuté, à la fois pour la sentence et pour les actions civiles qui ont été confirmées par le tribunal dans une large mesure. Ma cliente a toujours des problèmes d'audition parce que ses 2 tympans ont explosé. Le choc est toujours là pour elle. Elle ne travaille plus comme guide touristique. Elle a essayé les années suivantes, mais en se rapprochant même du site de l'aéroport de Bourgas, cela provoque une grande souffrance et c'est pourquoi elle ne le fait plus. Ces personnes sont toujours sur la liste des personnes recherchées d'Interpol. Avec une notice rouge, il y a toujours une opération de recherche active en cours. Donc l'application du verdict en dépend. Et on l'a appris il y a quelques jours, selon un think tank autrichien MENAWatch, le Hezbollah se sert du marché de l'or avec l'aide du Qatar pour faire transiter des lingots par la Serbie pour alimenter ses réseaux de financement. Ricardo Barecki, expert mondial en cybernétique et directeur fondateur de l'agence Cyberpol, vous nous apprenez que le Hezbollah se sert aussi de l'industrie du diamant en Belgique, Ricardo. Nous traquons le Hezbollah depuis 2010. L'Union africaine est liée à l'industrie du diamant. Nous pouvons clairement identifier des transactions suspectes du Hezbollah en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains.
Je peux dire qu'au début de l'année 2014, au cours du sommet de contre-terrorisme à Londres, nous l'avons fait savoir au grand public et nous avons transmis aussi certaines informations aux renseignements militaires belges. Donc ils savent parfaitement que le Hezbollah est largement impliqué dans l'industrie du diamant. Nous pensons que ce problème est en pleine expansion. Il est surtout négligé depuis plus de 5 ans. La Belgique aurait dû depuis longtemps le traiter à la source. Donc, vous êtes en train de dire finalement, Ricardo Barecki, que l'Europe est l'une des plaques tournantes du réseau de trafic de diamants. Comment, et c'est la grande question, comment les autorités belges ne peuvent pas voir, ou alors plutôt ferment les yeux sur ce trafic? Il y a toujours un facteur à cela. Tout d'abord, il y a une vraie ignorance de ce qui se passe sur le terrain. Il y a surtout énormément de zones d'ombre, ou plutôt de marchés noirs dans la région. Et puis, je l'ai déjà dit aux forces de sécurité belges à Anvers en 2006, ainsi qu'aux renseignements, le manque de transparence dans l'industrie du diamant est problématique. Nous avons repéré de nombreux diamantaires libanais qui participent aux transactions, et cela cause un problème à long terme. On ne parle pas d'une incidence à effet immédiat. Et je le répète, si elle ne parvient pas à résoudre cela, l'Europe pourrait connaître une deuxième série d'attaques terroristes. C'est aussi dans ce contexte, Ricardo Barecki, que 3 hackers iraniens travaillant pour les services secrets iraniens ont été condamnés par les États-Unis, sanctionnés plus exactement. Est-ce que cela veut dire que c'est aussi ce manque de transparence qui est sanctionné par les États-Unis? L'activité cybernétique des organisations terroristes est depuis longtemps financée par des sources illicites. Il est bien sûr plus difficile de transporter de l'argent et des diamants, n'est-ce pas? Nous savons au regard de nos différentes études au Cyberpol que ces transactions se déroulent en cash, bitcoins ou diamants. Ce sont des facteurs que la communauté des renseignements connaît. La question est de savoir quelle est l'importance de ces transactions et à quel point le Hezbollah et l'Iran sont impliqués. Quelles menaces ces transactions font-elles peser sur Israël, mais également sur l'Union européenne? Il est clair, selon nous, que nos amis à Bruxelles ferment les yeux sur la gravité de ces crimes et sapent l'application du processus de Kimberley qui réunit les États, l'industrie du diamant et la société civile depuis mai 2000, décidé par les Nations Unies et en particulier la Belgique. Dernière question, Ricardo Barecki, et puisque je le disais, vous êtes expert mondial en cybernétique. Comment contrer efficacement le réseau de financement et les réseaux de financement de l'Iran et du Hezbollah lorsque ces derniers utilisent des monnaies fictives, virtuelles, comme les bitcoins? Nous avons proposé plusieurs points. En 2013, Cyberpol a demandé à bloquer toutes les opérations financières de transactions illégales. Mais nous avons, comme vous le savez, une très ferme opposition de certains acteurs en Europe et en Belgique dans la mesure où des dizaines de milliards transitent via cette industrie du diamant vers des réseaux européens. La seule solution est de s'unir et de travailler ensemble. Ces États doivent comprendre l'importance de travailler en collaboration avec notre agence. La Belgique le doit aussi. C'est quand même la Belgique qui est à la base de la création de Cyberpol. Nous devons imposer beaucoup plus de transparence dans les monnaies binaires et contrôler leur influence dans l'industrie du diamant qui soutient au final les activités du Hezbollah. Merci beaucoup Ricardo Barecki. Je vous rappelle que vous êtes donc directeur fondateur de Cyberpol et vous en parlerez d'ailleurs dans le premier salon virtuel, le premier au monde, salon virtuel de lutte contre le cyberterrorisme et la cybercriminalité le 15 octobre prochain. Nous aurons le temps d'en reparler. Merci à vous Ricardo Barecki. Thank you. On en vient à cette information pour l'heure démentie par le Soudan et pourtant ce ne serait qu'une question de temps avant que Khartoum, ancienne plaque tournante du terrorisme en Afrique, accepte de normaliser ses relations avec Israël via la médiation américaine et des Émirats arabes unis. On fait le point en images et on en parle dans un instant avec mon invité. Abu Dhabi, théâtre ce dimanche d'une réunion entre hauts responsables américains, émiratis et soudanais. Une réunion qualifiée de décisive selon le site d'information Wallah. Citant des responsables soudanais, le rapport indique que si les États-Unis acceptent les demandes d'aide du Soudan, Khartoum pourrait annoncer dans les prochains jours une normalisation de ses relations avec Israël. Les officiels soudanais ont envoyé 3 demandes à l'exécutif américain.
L'approvisionnement en blé et en carburant d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. La réception d'un prêt d'une valeur de 2 milliards de dollars pour stabiliser son économie, ainsi qu'une promesse d'aide financière pour les 3 prochaines années. Israël suit de près cette évolution. Depuis la rencontre entre Binyamin Netanyahou et le chef du Conseil de souveraineté du Soudan en février dernier, les deux pays poursuivent les pourparlers. La semaine dernière à Washington, la question de la normalisation avec le Soudan a également été soulevée. Israël encourage les États-Unis à répondre aux demandes d'assistance économique du Soudan. Le Soudan, de son côté, cherche à être retiré de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme, un problème indirectement lié à la normalisation mais soutenu par le secrétaire d'État Mike Pompeo. Pour cela, 2 conditions doivent être remplies. D'une part, que le gouvernement soudanais verse une indemnité de 300 millions de dollars aux victimes des familles américaines tués dans des attentats terroristes en Afrique à la fin des années 90. De l'autre, que le Sénat américain adopte une loi qui accorderait au Soudan l'immunité contre de futurs procès aux États-Unis. Norman Rowell a plus de 30 ans passé à la CIA, ancien cadre de l'agence de renseignement. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par cette information ? Non, ça ne me surprend pas. Cela faisait des mois que le processus était en cours. Le secrétaire d'État Pompeo s'est employé avec beaucoup d'énergie à travailler avec le gouvernement soudanais de transition depuis que le président Omar el-Béchir a été écarté au mois de septembre de l'année dernière. Ces 2 visites à Khartoum, au mois d'août, lui ont permis de comprendre combien le gouvernement soudanais s'engage pour mettre fin au terrorisme et pour son avenir dans la région. Mais pour parvenir à convaincre ces États, il faut une certaine expertise en négociation. Alors, de qui il s'agit? Est-ce que c'est le Mike Pompeo, ancien chef de la CIA, ou l'actuel secrétaire d'État, selon vous? C'est vrai, mais de ce que j'ai compris, c'est un officier supérieur du Conseil de sécurité nationale qui a une solide expérience dans la région et en affaires militaires qui est en charge des négociations entre le Soudan, les Émirats arabes et les États-Unis. Mais une question qui me taraude, comment faire passer le Soudan d'un pays terroriste à un pays de paix? Le Soudan a plusieurs raisons d'aller dans cette direction. Premièrement, son économie est en chute libre et sa monnaie est soumise à une pression très forte. Le mois dernier, l'inflation était d'environ 170% et je crois que la dette extérieure du pays s'élève à 60 milliards de dollars, si ce n'est plus. Et pour remettre à flot son économie, le Soudan a besoin d'un soutien international conséquent. Mais pour le moment, ce soutien est bloqué parce que le pays est accusé de financer le terrorisme. Et pourtant, ces dernières années, le Soudan a tenté de s'extirper du terrorisme, même sous la gouvernance d'Al-Béchir, et de ses activités terroristes, notamment parce qu'il s'est rendu compte du châtiment sévère qu'il pouvait subir pour ses actions. Et on a donc vu au cours de ces dernières années que le Soudan a fait d'admirables efforts pour aider les anciens combattants de Daesh à se déradicaliser et que le pays a pris ses distances avec l'Iran et d'autres pays terroristes. Oui, mais Norman Rowell, on ne peut pas acheter tous les terroristes avec de l'argent, sinon ça se saurait. Oui, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que le Soudan a un gouvernement totalement différent et que les États-Unis ont passé plus d'1 an à s'assurer que le gouvernement soudanais avait véritablement changé de direction. Nous n'allons pas prendre cela pour argent comptant, mais en même temps, le Soudan d'aujourd'hui n'est plus le Soudan de 1993. On parle du rôle du Soudan dans le terrorisme, mais je crois qu'il est important de comprendre que ce rôle n'est pas insignifiant. Le nombre de groupes qui ont fourni ne serait-ce qu'un soutien logistique avait leur importance, que ce soit aux terroristes Carlos, à Gama al-Islamia, au Hezbollah, au Hamas, aux cellules de Daesh dans le pays. Il y avait aussi Oussama Ben Laden, bien sûr, et puis il y a eu les gardiens de la révolution et les relations avec les militants palestiniens. Je crois que le Soudan s'est éloigné de tout ça depuis les attentats du 11 septembre, mais il aura quand même fallu l'éviction du président Omar el-Béchir et un engagement sincère avec des officiers américains sur le terrain pour convaincre les Américains et leurs partenaires dans la région, comme les Émirats et l'Arabie saoudite, que le Soudan était en train de changer de manière ferme et définitive. Est-ce qu'il est vrai que dans les années 2010, Israël et les États-Unis ont coopéré pour frapper certaines cibles à Port-Soudan? Sans commentaire. Est-ce qu'il est vrai que le Soudan posait à l'époque une menace concrète tant pour Israël que pour les États-Unis?
Dans le passé, sûrement, la tolérance du Soudan à l'égard de certains groupes terroristes constituait une véritable menace pour le Moyen-Orient tout entier et pour la communauté internationale. La tolérance du Soudan à l'égard de Gamal al-Islamia a joué un rôle dans l'assassinat d'un dirigeant égyptien lors d'une de ses visites en Éthiopie. Et donc tout ça déstabilisait complètement ses actions, comme l'implication dans l'explosion de l'USS Cole et les attentats qui ont visé nos ambassades à Nairobi et Dar es Salaam. Donc je le répète, aujourd'hui le Soudan a un nouveau gouvernement et c'était le souhait du peuple depuis de nombreuses années que d'avoir un nouveau conflit international. Il y a également une plus grande volonté de travailler en coopération avec Israël. Et je pense que l'engagement avec Israël ainsi que le rejet affiché de l'extrémisme feront beaucoup dans la région agitée qu'est l'Afrique de l'Est et empêcheront l'Iran de s'implanter dans cette partie du monde. Merci Norman Rowe, l'ancien cadre de la CIA. Alors on parlait du Soudan à l'instant. Eh bien, la locomotive est en marche, tel que le disait le président américain Donald Trump sur les jardins de la Maison-Blanche la semaine dernière. Désormais, on le sait, on l'a appris, eh bien, un avion civil est parti de Tel Aviv pour rejoindre le Bahreïn. Le premier vol civil à rejoindre Tel Aviv, Bahreïn, direct à bord de cet avion. Une des délégations des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, mais également du bureau du Premier ministre et du Conseil de sécurité nationale. On l'aura bien compris, Israël veut absolument consolider l'accord de paix signé avec le Bahreïn la semaine dernière, et ce, au lendemain de l'appel entre Benyamin Netanyahou et le prince héritier de ce royaume sunnite. Regardez. Le cliché date de 9 h ce mercredi matin. En rouge, un avion israélien de la compagnie Israël. Parti depuis Tel Aviv, l'appareil rejoint en vol direct Manama, au Bahreïn, la première fois qu'un vol direct rejoint les deux pays. À bord de l'avion, des hauts fonctionnaires du bureau du Premier ministre israélien, du ministère des Affaires étrangères et du Conseil de sécurité nationale. L'avion a reçu l'autorisation de traverser le ciel de l'Arabie saoudite. Ce mardi, le bureau du Premier ministre israélien confirmait une conversation téléphonique entre Benyamin Netanyahou et le prince Salman bin Ahmad al-Khalifa, héritier de la couronne. Les représentants israéliens doivent tenir une série de réunions avec de hauts responsables de Bahreïn, au cours desquelles la formulation finale de l'accord de paix sera discutée. La compagnie israélienne Israël prévoit d'opérer des vols directs vers Dubaï et Abu Dhabi au début de l'année prochaine. Bahreïn et les Émirats arabes unis sont devenus les premiers États arabes en un quart de siècle à normaliser leurs relations avec Israël. Nouvelle conséquence de cette signature, le centre médical Tel HaShomer a signé ce mercredi via l'application Zoom un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé et de l'innovation médicale avec les Émirats arabes unis. Et j'accueille Ksenia Svetlova, ancienne députée israélienne et journaliste également. Ksenia, bonsoir. D'abord, qu'est-ce qui vous a pris d'aller au Liban en plein Dahieh, le Hezbollah Land, comme vous l'appelez? Vous sortez un livre où vous racontez qu'en 2005, vous étiez en plein cœur de Beyrouth et vous avez rencontré Hassan Nasrallah. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Hassan Nasrallah, mais si ça avait été le cas, je l'aurais interviewé car je crois que ça doit être très intéressant, même si c'est dangereux. Mais voilà comment se sont déroulées les choses. Je suis arrivée au Liban juste à temps pour assister aux funérailles de Rafik Hariri. Nous étions en février 2005 et cette date coïncidait aussi avec le jour de l'Achoura, un jour de deuil pour les chiites qui commémore le massacre de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed. Donc je me suis retrouvée en plein quartier chiite dans la partie sud et avant même que je ne comprenne ce qu'il se passait, j'ai découvert les rituels de cette célébration. J'étais sur la place principale et j'ai vu un homme qui portait la barbe et le turban entrer dans une cage de verre par balle et s'y enfermer pour prononcer un discours. Et moi j'étais là, moi la juive, l'israélienne, en train d'écouter parler le plus grand ennemi de mon pays et de mon peuple. J'ai entendu juste à côté de moi des centaines de milliers de personnes scander « Mort à Israël ». Et pour être totalement honnête avec vous, je ne pense pas que quiconque puisse se trouver dans cette situation sans être effrayé et plein d'angoisse. Donc c'était vraiment stressant et terrifiant et je ne me sentais vraiment pas à l'aise. J'étais journaliste, personne ne savait que j'étais israélienne, donc cela me rassurait un peu. Mais j'étais quand même très triste parce que des milliers et des milliers de personnes croyaient dur comme fer à ce lavage de cerveau et à cette incitation à la haine contre moi finalement. Parce qu'Israël, c'est moi. Ksenia, vous dites à un moment même que, et vous comprenez votre erreur, toutes les personnes sont en noir et vous avez un tchador rouge et là vous vous dites
Mais bon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait mon homework? Pourquoi je n'ai pas fait... avant, j'ai étudié comment les gens s'habillaient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes repéré? Oui, à vrai dire, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment je devais m'habiller pour ces journées de cérémonie et de deuil. Naturellement, je savais que je devais porter des habits couvrants. En tant que journaliste chevronnée, j'ai déjà voyagé dans de nombreux pays musulmans et donc je me suis mise en noir et je me suis couverte la tête avec une écharpe rouge qui n'avait à l'origine pas vocation à être un tchador ou un hijab. C'était une écharpe en laine à cette époque de l'année, il faisait très froid au Liban et donc je l'ai juste nouée autour de mon visage pour avoir chaud. J'avais une autre écharpe noire, mais elle était moins épaisse. Quand je suis arrivée, j'ai vu que tout le monde portait du noir sur la tête. Il n'y avait que moi qui avais du rouge. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Homeland, même si la série date de bien après. Donc oui, je me suis sentie un peu seule au milieu de cette foule et tout le monde me dévisageait. Un homme qui accompagnait un journaliste m'a demandé si je n'avais pas autre chose pour me couvrir la tête, mais je n'avais rien d'autre et tous les magasins étaient fermés, donc je ne pouvais rien faire d'autre que de rester comme ça. Mais je peux vous dire que je me sentais vraiment seule, parce que dans ce genre de situation, quand on est la seule personne à porter une couleur vive et qu'en plus on voyait un peu mes cheveux blonds qui s'échappaient de mon écharpe, en plein milieu du pays du Hezbollah, on ne se sent vraiment pas à l'aise. Je me demandais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, et il y a quelque temps, des années plus tard, j'ai regardé la 4e saison de Homeland, j'ai vu des personnages qui étaient habillés en noir et qui avaient la tête couverte de foulard rouge, et ça m'a rappelé ce moment au Liban où je portais exactement la même chose, sauf que ça s'était passé 10 ans avant. C'était un petit clin d'œil amusant. Ksenia, au moment où le Hezbollah, dans ces derniers mois, comprend qu'il y a eu une journaliste israélienne en plein cœur de leur quartier, est-ce que vous avez reçu depuis des menaces, depuis quelques semaines, des menaces ou des messages sur les réseaux sociaux vous menaçant? Non, je n'ai reçu aucune menace, du moins pas à ma connaissance. Et je peux aussi vous dire que cet épisode remonte à longtemps, c'était il y a 15 ans, donc ce n'était pas hier. Et il y avait peut-être d'autres journalistes israéliens qui se trouvaient à Beyrouth à peu près à la même période, avant 2006, qui avaient sûrement un autre passeport, une autre nationalité. Je n'ai pas reçu de menaces, mais j'ai quand même attendu plusieurs années avant de rendre cet épisode public. J'ai voulu laisser passer un peu de temps et je peux vous dire que ça a été extraordinaire pour moi d'être là-bas. Mais ça m'a fait aussi comprendre pas mal de choses sur le Hezbollah, par exemple, à quel point ils sont organisés et différents des factions armées palestiniennes. Ils se comportaient comme une petite armée. À chaque entrée dans la Daïa, il y avait des inspections qui étaient effectuées. Nous autres journalistes étions contrôlés presque à chaque pas que nous faisions. Et puis il y avait toutes ces armes. On était suivis tout le temps, on finissait par se sentir claustrophobe. Et c'est à ce moment que j'ai découvert les différences qu'il y a entre ce groupe terroriste libanais et les groupes terroristes palestiniens. Le Hezbollah, lui, est beaucoup mieux organisé. Merci. Merci beaucoup, Ksenia Svetlova, ancienne députée israélienne et journaliste, bien évidemment, auteur de ce livre donc sur les talons aiguilles, presque, si j'ose dire, au Proche-Orient. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Alors on poursuit notre émission Défense avec un casque de dernière génération. Vous connaissez les casques des pilotes, vous savez, avec ce conduit respiratoire. Eh bien, le Yamam, l'unité d'élite de contre-terrorisme de la police israélienne, a développé son propre casque, non seulement pour ses opérations, mais qui va permettre aux médecins de continuer à travailler dans de meilleures conditions dans le département Corona. Regardez. La buée, la chaleur, la difficulté à respirer. Nous sommes tous conscients des inconvénients apportés par le masque que nous devons porter en raison du coronavirus. Cela est particulièrement vrai pour les médecins, mais pour ceux de l'hôpital Meir dans le centre d'Israël, le calvaire est peut-être bientôt terminé. Ceci est un masque actif qui rend ma vie beaucoup plus facile dans le département Corona. Il se compose d'un ventilateur, d'un filtre haut de gamme et d'un masque que je mets sur mon visage. Je peux mettre la visière par-dessus. Vous pouvez m'entendre et il n'y a totalement pas de buée sur cette visière. Ce masque, le premier du genre, est actuellement testé à l'hôpital.
Ceux qui l'ont déjà utilisé disent que les effets positifs sont immédiats. Je sens que je suis capable de travailler plus d'heures et me concentrer davantage sur le patient que sur mes propres sentiments de fatigue. Dans un pays comme Israël, si habitué à des situations d'urgence d'une autre nature, il est tout sauf surprenant d'apprendre que ce sont des forces de police qui ont développé ce casque. Ils utilisent également des systèmes spéciaux et travaillent sur de nouvelles technologies pouvant être utilisées dans les zones civiles ainsi que les zones tactiques opérationnelles de la police israélienne. Les couloirs de l'hôpital ne ressemblent peut-être pas aux scènes dans lesquelles le Yamam, l'unité d'élite antiterroriste de la police des frontières israélienne, opère, mais les besoins sont souvent similaires. Dès la première vague, nous avons compris que nos combattants pourraient opérer dans des atmosphères qui pourraient être dangereuses pour eux. Préparer un kit respiratoire qui les permettrait de continuer à opérer dans ces zones, la mission a été transmise à l'unité de lutte contre le terrorisme qui traite régulièrement les opérations à proximité de substances dangereuses. En cas de succès, ce kit pourrait devenir une norme, offrant aux médecins un meilleur environnement de travail et aux patients un meilleur traitement. Et puis je vous invite la semaine prochaine à suivre notre émission spéciale, 1 heure consacrée aux 20 ans de la deuxième intifada. Vous avez tous connu de près ou de loin des attaques, des explosions, des attaques suicides dans des bus, dans des centres commerciaux, dans des restaurants, dans les années 2000 jusqu'à la construction de ce mur de séparation qui a réduit de manière drastique ces attentats suicides. Cette deuxième intifada, on l'a tous connue et nous vous proposerons la semaine prochaine de suivre une émission spéciale avec ceux qui l'ont connue de plein fouet, les forces de sécurité, les politiques, mais également ceux qui ont perdu les leurs. Bonne semaine à vous sur i24 News. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, émission spéciale consacrée aux 20 ans de la deuxième intifada.